Jean-Michel Romary là-dessus. Je rajoute aussi une petite question, dont vous allez faire une réponse groupée. Oui. Marine Bernard nous dit: qui sera responsable en cas de grave accident lors du transport des colis de déchets, la société de transport ou les producteurs de déchets? Donc l'expéditeur reste responsable de ces déchets. Le transporteur, en fait, lui, apporte un service de transport uniquement. Et donc, ce sont bien les expéditeurs qui seront responsables pour ça. Je tiens à préciser que Areva donc, a un double rôle là-dedans. Il y a effectivement l'expédition de colis au départ de La Hague, pour ses propres déchets, mais il y a également un rôle de transporteur, donc soit pour Areva, soit pour EDF, soit pour le CEA, si jamais, bien sûr, ces entreprises décident de faire appel à Areva. En tout cas, donc Areva a une certaine expérience dans ce domaine-là. En plus de ce qui est fait et qui est demandé, on va dire, nationalement pour la gestion de crise, Areva apporte ses compétences. Il existe la notion de plan d'urgence interne de transport qui permet de déclencher et d'acheminer des ressources à la fois techniques et humaines pour intervenir dans ces zones-là. Donc ce sont des gens qui sont formés et qui ont été entraînés à ça. On fait des exercices annuels, des exercices nationaux une fois par an en général, et des exercices internes à Areva de manière très régulière. Donc c'est le premier élément de réponse. Je voudrais rajouter un deuxième élément de réponse. On suppose que d'emblée, lorsqu'il y aura un accident, il y aura une catastrophe ou un certain nombre de choses. Ce que je tiens à préciser, c'est que la sûreté repose sur toute la chaîne logistique. Donc c'est d'abord une sûreté du colis, ce qui fait qu'on a confiné le déchet, la matière radioactive à l'intérieur d'une matrice. Ensuite, c'est l'emballage qui est conçu pour résister à un certain nombre d'accidents, à un incendie à 800 degrés pendant une demi-heure, à une immersion à 200 mètres, à une chute de 9 mètres. Donc vous voyez que c'est quand même des conditions qui sont assez sévères et donc qui permettent de garantir que cette chaîne logistique assure bien des moyens de protection et de confinement de la matière lors d'un éventuel accident. Une question complémentaire qui est de Juliette Guillère par mail. Qui est responsable des transports? Vous l'avez évoqué. Qui est responsable de la sécurité? Et est-ce qu'on peut voler des déchets? C'est une question qui fait aussi réagir Guillaume Blavette, qui se pose la question de savoir si on peut voler des déchets. À mon voisin, puisque dans le rapport de l'IRSN sur le bilan de 99-2011 des transports, ainsi que sur un document de l'ASN publié cet été, ce risque est envisagé. Effectivement, dès qu'il y a un colis, surtout pour des matières aussi sensibles, c'est la prolifération. Igor Lebars pour l'IRSN, vous répondez à Guillaume Blavette? Je vais répondre assez simplement en disant qu'il y a en France un système, une organisation chargée de la sécurité qui est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur et du haut fonctionnaire à la Défense. Il y a dans ce cadre-là un certain nombre de mesures qui sont prises, notamment au niveau des transports et de leur protection. Et après, c'est difficile d'en dire plus. Parce que c'est confidentiel? Parce que, c'est relativement confidentiel. Parce que si on commence à expliquer comment on protège les colis, on explique aussi comment... déjouer la protection et la surveillance. Et le deuxième aspect, c'est que ça ne relève pas de mon champ de compétences, mais d'une autre partie de l'IRSN. Une question très rapide pour Fabrice Boissier, je pense. Où peut-on consulter l'inventaire des déchets nucléaires, nous demande Raymond Chaussin. Alors, l'ANDRA a une mission fixée par la loi d'information du public. Elle établit tous les 3 ans un inventaire de tous les déchets présents sur le sol français, avec y compris les perspectives de production à 2020, 2030 et même au-delà. Cet inventaire, il est disponible sur le site internet de l'ANDRA. On peut l'envoyer aussi par CD-ROM ou version papier sur demande. Mais ça, c'est pour tous les déchets qui soient de haute activité, moyenne activité, donc ceux de CIGEO, et puis ceux qui sont aussi destinés à des centres de surface. Je vois que mon voisin de gauche a cette très bonne lecture avec lui. Toujours très attentif. Alors, il y a un deuxième élément, c'est que pour les déchets spécifiquement prévus pour CIGEO, on a produit une brochure qui est disponible sur le site du débat public qui précise les déchets pris en compte pour la conception de CIGEO et qui nous donne très précisément la liste de ces déchets avec à chaque fois les volumes. Le même Raymond Chaussin nous pose une autre question. La façon la plus sûre n'est-elle pas de stocker les déchets sur les sites de centrales fermées et d'éviter ainsi tout transport dangereux? Alors ça fait réagir Guillaume Blavette. C'est une demande que vous avez, une revendication historique. Du mouvement environnementaliste en France. Il y a un pays assez étrange qui s'appelle les États-Unis qui procède de la sorte, puisque les déchets sont entreposés à sec sur
En surface en surface à côté des centrales, sur les Sur terrains l'emprise des surfaces sur l'emprise des centrale. centrales. Je vous remercie. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent au projet que défend Monsieur Boissier, compte tenu du mandat qui lui a été confié. Et il serait peut-être opportun aujourd'hui, dans une situation économique très tendue, avec une multiplication des risques industriels, d'aller au plus simple, plutôt qu'imaginer des cathédrales souterraines qui n'offrent pas de garantie de sûreté. Une réponse d'Igor Lebars pour l'IRSN. Juste un élément de précision, c'est que la solution des États-Unis, qui consiste à stocker à sec au niveau du réacteur, est une solution temporaire. Donc c'était en attendant leur stockage, qui n'était pas un stockage profond, mais qui était un stockage au niveau du Yucca Mountain, qu'ils avaient lancé cette façon de faire. Il y a eu cette stratégie leur a conduit à deux choses: à agrandir les piscines d'entreposage au niveau des réacteurs. Bon, depuis Fukushima, on se pose beaucoup de questions sur ces points-là, et à faire ces stockages à sec. Mais ils sont tous destinés, dans la logique américaine, à partir des centrales et aller initialement à Yucca Mountain. Aujourd'hui, les Américains se posent beaucoup de questions sur le niveau de sûreté de ces entreposages à sec à des termes plus longs que ceux prévus initialement, qui étaient quelques dizaines d'années. Jean-Michel Romary pour Areva, un complément de... Donc il faut bien différencier ce qu'est la notion d'entreposage, et c'est le cas aux États-Unis, c'est-à-dire sur une durée déterminée, de la notion de stockage. Le stockage est une solution définitive sur une très longue période, alors que l'entreposage dure tout au plus quelques dizaines d'années, 50 ans, 70 ans, 75 ans, et pas plus longtemps, parce qu'on est incapable aujourd'hui de garantir que sur le long terme, à la différence du stockage en profondeur pour ce qui concerne le CIGEO, de garantir sur le long terme la sûreté de ce qui sera stocké. Et donc cet élément est important, parce qu'en aucun cas, la pérennité des sites de La Hague ou des centrales n'est assurée au regard de la durée de vie des déchets. Fabrice Boissier pour l'Andra. Pour donner un exemple concret, l'Allemagne qui sort du nucléaire vient de prendre une loi pour chercher un site de stockage. Donc c'est pas une lubie française. Tous les pays qui ont affronté le problème de la gestion des déchets radioactifs s'orientent vers le stockage géologique profond comme la seule solution que nous ayons aujourd'hui internationalement à notre disposition, permettant de mettre en sécurité les déchets radioactifs. Et je voudrais répondre à M. Blavette qui dit que CIGEO n'a pas toutes les garanties de sûreté. Bien sûr, Andra, nous sommes convaincus que le projet que nous présentons a les garanties de sûreté, mais non seulement nous sommes convaincus, mais nous allons présenter un dossier de demande d'autorisation qui devra apporter cette démonstration. Et bien sûr, CIGEO ne sera autorisé que si nous avons réussi à convaincre l'autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale d'évaluation, tous les évaluateurs, que effectivement la sûreté est garantie pour CIGEO. Donc il n'est pas question de faire un CIGEO qui ne soit pas sûr. Philippe Guiter pour Sudrail. Oui, alors quand même c'est un débat sur les transports, donc la question de l'exposition a été abordée. Avant de passer à un autre sujet, il faut quand même revenir sur la question des accidents, puisque M. Romary a parlé des seuils de résistance des châteaux, enfin des emballages, et il en a parlé, et moi je vais en parler aussi, puisque l'une de nos plus grandes interrogations aujourd'hui, c'est en cas d'accident ferroviaire, que se passe-t-il avec ces emballages ? Alors, effectivement, jusqu'à maintenant, croisant les doigts, tout s'est plutôt bien passé. On a eu affaire à des déraillements sans gravité. On a eu affaire à quelques accidents. On vous demande, y a-t-il déjà eu des accidents ? Et par ailleurs, comment et avec quoi sont fabriqués les emballages de transport ? Nous demandons par SMS. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ? Vous pouvez répondre à ça ? Oui, il y a déjà eu ce qu'on appelle, nous, des... déraillements ? Oui, des déraillements, mais des collisions, voilà. Et effectivement, comme c'était des collisions à basse vitesse sur des voies de service, effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, c'est comme des accidents traditionnels, sauf que là, on est bien dans une logique d'augmentation de transport de déchets hautement radioactifs. Donc là, attention, on entre dans un domaine qui n'est plus du tout un transport de déchets vitrifiés La Hague, Gorleben une fois par an. On est véritablement sur, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, 1 par semaine, voire 2. Donc ce qui fait, avec le retour, parce que moi je compte toujours le retour, ce qui fait 200 trains par an, en plus de ceux qu'il y a aujourd'hui. Mais attention, 200 trains de déchets hautement radioactifs. Et là, on entre dans un domaine qu'on ne connaît pas et qui arrive, c'est-à-dire les accidents.
Alors, les accidents, Monsieur Romery a dit effectivement poinçonnement ou immersion à 200 mètres. Bon, ça, franchement, normalement, à moins que le train aille assez vite pour atterrir au milieu de la Manche, normalement, on est tranquille. Par contre, en termes de poinçonnement, les accidents ferroviaires récents, parce que ça, il y en a effectivement, il y en a des accidents, il y en a 3 ou 4 par an, dont la presse n'a pas toujours écho d'ailleurs, mais par exemple, en termes de... On a eu récemment, sous un tunnel à Angoulême, un convoi qui venait d'Allemagne avec des pelles, des pelleteux, d'ailleurs non, c'était des débardeuses, des trucs énormes qu'on découpait en deux, une motrice entière. Hein. Donc en termes de poinçonnement, on n'a aucune aujourd'hui vision réelle. Mais nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est l'incendie. Et là, l'incendie, on a eu d'abord l'accident du tunnel du Mont-Blanc en 99. Là, c'était 1000 degrés pendant 4 heures. Alors on nous dit, puisque j'ai déjà eu la discussion avec Monsieur Le Bars, que les tunnels qui sont type tunnel du Mont-Blanc sont interdits de franchissement. Ok. On n'a aucune sur ceux qui sont autorisés. Donc, par exemple, Rolleboise, nous sur la région de Rouen, on a les plus grandes inquiétudes en termes de réactions chimiques notamment. Par contre, aujourd'hui, on a des accidents qui sont arrivés à Gand, notamment à Viareggio en Italie, avec un train chimique. Là, il y a eu 14 morts et le centre-ville dévasté. À Gand, où ils ont mis plusieurs jours. Alors, le pire, c'était Lac Mégantic, là, où c'était un wagon de pétrole qui a pris feu. Et là, les pompiers n'ont pas pu aborder le feu pendant 3 jours. Aujourd'hui, 800 degrés pendant 30 minutes, c'est ridicule. C'est ridicule, contrairement à ce que nous dit l'IRSN ou Areva. Alors, c'est ridicule puisqu'on a des exemples d'incendies ferroviaires beaucoup plus graves où, effectivement, on a passé les 1000 degrés. Et donc, cette question-là... Alors, justement, l'IRSN et Areva ont très envie de vous répondre. Igor Le Bars pour l'IRSN. Alors, c'est un peu le problème de la réglementation des transports. C'est-à-dire qu'on a voulu faire simple. C'est quoi les transports? C'est vous dites, je fais des épreuves. C'est le crash-test de l'emballage. Donc, je définis des épreuves et des critères pour remplir ces épreuves. Et on a voulu que ces épreuves soient le plus faisables. Et on a voulu, enfin, c'est une vieille histoire, qu'elles soient très explicites. Donc, on a fait, je vais prendre par exemple, on dit la chute de 9 mètres. Et tout le monde, en général, parle de dire, oui, mais on passe au-delà de 9 mètres. Donc, tout ce travail-là est fait par l'AIEA. Et a fait l'objet de nombreuses études. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'occupe de la réglementation. Et a promulgué ces épreuves. Mais il faut les lire en entier. C'est-à-dire quand on vous dit une chute de 9 mètres sur une cible indéformable. Et c'est plus dur que sur une cible déformable. Voilà, c'est ça donc, l'idée ? pour vous donner une image très simple, si vous tombez sur un matelas, vous aurez beaucoup moins mal que si vous tombez sur votre carrelage. Voilà une image bien compréhensible. Donc, et c'est ça. Et par exemple, quand on explique aux gens que la chute de 9 mètres sur une cible indéformable qui aurait été un massif d'acier et de béton qui est beaucoup plus lourd que le colis, si vous faites ça sur un sol de port, par exemple au niveau maritime, sur un moment du chargement-déchargement, vous couvrez une chute de plusieurs dizaines de mètres, voire sur certains colis de plus de 50 mètres. Parce que ces épreuves-là, on les a faites pour être pénalisantes. Alors c'est pareil, quand on dit je fais un feu de 800 degrés pendant 30 minutes, la réglementation elle emploie un dernier terme qui est enveloppant. D'accord, donc en fait tout ça c'est pour nous dire que la mesure que vous donnez est une mesure simple et que la marge est bien plus grande que celle-là. Voilà, il y a des marges. Il ne faut pas prendre un aspect de la réglementation et de dire je prends celui-là, je le dépasse, donc c'est pas bon. Il y a des marges. Et je voulais juste finir parce que c'est d'actualité. L'un des boulots de l'IRSN, c'est de faire de la recherche et du développement là-dessus. On fait, nous, en dehors de la réglementation, ce qu'on appelle des feux de longue durée. On fait un tas d'études des colis pour se dire, au fait, en cas de crise, si le feu dure plus longtemps, si la température est supérieure, ça donne quoi? Et ça, par exemple, c'est des études qu'on fait couramment à l'IRSN. Un complément avec Jean-Michel Romery Areva qui voulait répondre aussi à M. Donc je ne reprendrai pas ce qu'a dit M. Le Bars, simplement pour donner qui était très clair. C'est simplement, effectivement, nos emballages respectent la réglementation. La réglementation a évolué, ça fait plus de 50 ans qu'on conçoit des emballages. Cette réglementation a évolué et les emballages ont évolué en conséquence. La réglementation certainement évoluera dans le futur et on s'adaptera également. Pour donner juste un élément chiffré, un emballage de type qu'on évoquait tout à l'heure pour le transport, soit de combustible usé, soit de déchets vitrifiés, c'est un emballage qui pèse 100 tonnes pour un contenu qui fait 10 tonnes.
Donc vous voyez la masse de matière qu'il y a autour du colis de déchets qui est à l'intérieur, qui est constitué d'acier et qui est constitué d'un certain nombre de matériaux pour absorber les rayonnements. Guillaume Blavette, notre géographe, qui veut répondre à ça. Moi, je n'ai jamais dit que vous ne faisiez pas d'efforts pour garantir la sûreté. Le problème qui se pose, c'est que, en dépit de tous les efforts et des contrôles qui peuvent être effectués par l'ASN, l'IRSN, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Partons du début du cycle. L'IRSN et l'ASN mettent en cause la qualité des conditionnements. Il y a de l'eau dedans. On a même trouvé une grenade une fois dans un conteneur. Enfin, faut bien se rendre compte de la réalité de la situation. Malgré tous ces efforts, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Ensuite, pour parler de l'accidentologie, vous avez évoqué le risque de dissémination de matières radioactives. Mais ce n'est pas là le problème vraiment que pose Cigéo. Comme l'a clairement établi M. Thuillier, en particulier pour les déchets qui sont stockés dans des conteneurs béton. Il suffit que, à l'issue d'un accident, un conteneur soit un peu fendu, soit esquinté. Je ne dis pas que la matière radioactive en elle-même soit touchée, mais il suffit qu'il y ait un défaut de conditionnement et on peut partir, et c'est bien un conditionnel, on peut partir dans tout un cycle de catastrophes en chaîne qui aboutissent à des soucis souterrains. Heureusement, il y a la réversibilité, mais imaginez, un conteneur impacté lors d'un transport, il est mis dans une alvéole, l'alvéole est bouchée, en fait, on se rend compte qu'il y a des dégagements d'hydrogène. Il faut rouvrir l'alvéole, remonter, reconditionner. Mais c'est un système de Shadok. Franchement, je trouve que par rapport à un problème qui est réel, on est d'accord, on a une montagne de déchets sur les bras, il faut en faire quelque chose. Je pense que tout le monde autour de cette table est d'accord là-dessus. Mais un système aussi complexe, avec autant d'incertitudes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la SN. Moi, je suis sceptique. Une réponse de Fabrice Boissier de l'Andra. Je suis désolé, mais votre scénario, il est un peu fantaisiste. On a eu l'occasion la semaine dernière de débattre longuement avec M. Thuillier de la question de la sûreté du stockage. La réaction en chaîne que vous imaginez n'est tout simplement n'a pas de sens. C'est pas parce que d'abord, un colis, s'il a un choc pendant son transport, il est contrôlé à l'arrivée. Et ensuite, il est mis dans un conteneur de stockage, donc qui avait apporté un conditionnement supplémentaire. Ensuite, il est descendu dans une alvéole. Et là, on a tout un tas de dispositions permettant d'éviter les chutes, les incendies, les explosions. Et quand bien même un accident arriverait, on a prévu des dispositions de gestion d'accidents. C'est bien la logique qui nous est demandée. D'ailleurs, c'est le seul but du stockage, c'est de garantir la sûreté. Donc, on met tout en œuvre pour garantir cette sûreté. Et en aucun cas, la réversibilité n'est la solution pour gérer une situation accidentelle. Si on a un accident au fond, bien sûr, on commencera par rétablir la sécurité du fond. Et puis, une fois que la situation de crise sera passée, là, on se posera la question, est-ce que je veux reconditionner mon colis ou pas? Est-ce que je le remonte? Est-ce que je le remonte pas? Mais c'est pas un mode de gestion, comme vous dites, de Shadok. Ça n'a rien à voir. Alors, à gestion de crise, organisation de crise, vous vouliez intervenir, Philippe Guiter pour Sudrail, puis après j'ai une question complémentaire, allez-y. Oui, voilà. Aujourd'hui, donc là, on a parlé de l'accidentologie, et ça, il fallait absolument en parler ce soir. Bon, on n'est pas d'accord, hein, mais je crois qu'on sera jamais vraiment d'accord. Le problème, c'est qu'on sera peut-être d'accord le jour où il y aura un accident, et là, ce sera trop tard. Donc voilà. L'autre problème qui 50 ans de retour d'expérience, je pense que c'est un bon exemple quand même de. Non, comme je l'ai dit, vos 50 ans de retour d'expérience sont proportionnels à un certain nombre de transports. Aujourd'hui, on est en train de le multiplier. Donc, on multiplie les risques proportionnellement. C'est une règle mathématique. Le problème aujourd'hui, c'est que les déchets sont mélangés aussi dans les convois à d'autres matières, et notamment les matières chimiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de garantie que Cigéo fera l'objet de convois spécifiques. Comme il n'y a pas de garantie, alors que Areva serait d'accord à ce qu'effectivement on ne mélange pas les colis avec d'autres matières chimiques. C'est le cas aujourd'hui. Et là, par contre, on n'a aucune vision. Et ça, alors personne autour de cette table peut prendre un engagement là-dessus, puisqu'on sait qu'économiquement, un convoi spécifique, sans mélange des classes, donc la matière radioactive étant
classe 7 sans mélange des classes est aujourd'hui économiquement impossible. Donc, est-ce que Cigéo va avoir les moyens, ou Areva, de nous garantir pendant 100 ans, pendant toute la durée des transports, qu'il n'y aurait pas de mélange de classes? Puisqu'aujourd'hui, alors, les matières radioactives peuvent être mélangées avec du chlore, avec des matières hautement inflammables, avec du pétrole, avec tout ce qu'on veut. Et il y a pire, c'est que la Commission européenne, même si c'est peut-être pas encore arrivé en France, vient d'autoriser le mélange de la classe 7 avec la classe 1. Et la classe 1, c'est des matières explosives. Donc, on a face à nous des... Je ne sais pas comment les qualifier. Pourtant, ce sont des gens qui sont élus et qui prennent des décisions. Mais là, c'est de la folie furieuse, quoi. Et Areva est absolument... Alors là, je parle même au nom d'Areva, on marche quasiment sur la tête. Non mais effectivement, c'est une folie ça. Ça, c'est une folie. Le mélange est un problème qu'il faudra aussi gérer à propos des déchets de matières radioactives en France. Une réponse sur le mélange des... Nous, Areva, de toute façon, comme je l'ai dit, on est transporteur, on applique une réglementation, et donc je laisserai monsieur Le Bar se répondre. Alors, on applique une réglementation. Si la réglementation évolue, on s'adaptera, bien entendu. Monsieur Le Bar, pour Areva. Donc on en a discuté pour l'IRSN, avant décidément. le débat, donc entre le début du débat et maintenant, on a été posé la question à l'ASN en disant est-ce qu'aujourd'hui il y a au niveau des réglementations, donc qu'elles soient routières, ça s'appelle l'ADR, ou des trains RID, une demande dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces réglementations elles sont pas faites par l'Europe, elles sont faites par des comités intergouvernementaux. Donc c'est le ministère de l'écologie qui s'en occupe, le développement durable qui s'en occupe. Et dans ce cadre-là, l'ASN intervient, l'autorité de sécurité nucléaire intervient. Et l'autorité m'a précisé qu'effectivement, ils étaient au courant de cet épisode-là, mais qu'il n'y ait pas aujourd'hui de demande en ce sens au niveau réglementaire. Alors, situation de crise, dit organisation de crise. Sylvie Sauvage nous demande une organisation de crise. Dans le cas présent, les maires n'étant pas au courant des trajets SNCF, croyez-vous vraiment que l'organisation de crise soit à 100% efficace en cas d'accident? Les délais d'information doivent être pris en compte et peuvent peser lourd dans l'efficacité. Un grand silence s'ensuit. Non, mais je peux répondre. D'habitude, vous me faites signe quand vous voulez répondre. Les maires, alors, Jean-Michel Romary, les maires ne sont pas au courant, mais les préfets le sont. Et c'est important. Par ailleurs, comme on l'a déjà précisé, les transports sont suivis. Il y a un système de GPS. On sait à tout moment où ils sont. Et les équipes d'intervention sont constamment prêtes à intervenir. J'ai précisé tout à l'heure qu'on était capable de déclencher soit un plan hors sec ou l'équivalent pour les transports, soit de mettre en branle un plan d'urgence interne transport où Areva peut intervenir, et avec des gens entraînés et des moyens spécialisés. Je ne suis pas persuadé que ce soit les maires qui aient les meilleurs éléments d'intervention ou les meilleurs moyens d'intervention en cas de c'est pas tant une question de moyens d'intervention, visiblement pour l'internaute ce serait une question de relais d'information, parce que les maires sont souvent assez près des riverains alors que les préfets semblent être plus loin. Philippe Guiter, pour vous vouliez renchérir. Aujourd'hui la situation est pas du tout aussi idyllique que le dit monsieur Robéry, parce qu'on a des exemples, on a des exemples où sur un déraillement de wagons de matière radioactive, on avait arrivé des pompiers avec des lances à incendie. Donc tout le monde a enfreint le périmètre de sécurité. Enfin, ça a été un délire jusqu'à ce que effectivement une brigade de pompiers d'une centrale vienne et eux ont le matériel de radioprotection. Mais attention, ça avait rallongé les délais d'intervention. On était passé faut réagir immédiatement, évidemment, puisque en termes notamment en cas d'incendie, il va falloir agir immédiatement. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie sur le parcours complet d'un train entre Lagues et Bure, que toutes les compagnies de pompiers vont être formées, que effectivement tout le monde aura le matériel pour réagir en temps et en heure dans de bonnes conditions, puisque au niveau de la SNCF aujourd'hui, pour les conducteurs de train, ce que je suis, la règle c'est en cas d'accident s'en aller. Qui intervient en cas d'accident? Aujourd'hui, la vraie question, elle est là. Qui intervient? Parce que qui ira exposer sa vie sur un accident grave? Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les incendies. Donc sur un incendie, par exemple, d'un emballage. IRSN, Igor Le Bar se répond. 2 éléments. C'est que l'incident que vous évoquez ne peut pas servir d'exemple dans le sens où il n'y a pas eu d'organisation de crise. C'est-à-dire ces transports-là, ces colis-là ne sont pas suivis au titre des déchets de haute activité. Et aujourd'hui, la mécanique qui est mise sur des transports de haute activité est relativement différente de celle-là.
Donc, on ne peut pas totalement l'utiliser comme exemple. Après, aujourd'hui, le principe, c'est de dire les colis sont robustes, les colis ont un dimensionnement qui est très important, et effectivement, ce qui est nécessaire de faire, c'est de mettre un périmètre de sécurité, d'éteindre les incendies. Comme je disais tout à l'heure, il y a partout en France des cellules des sapeurs-pompiers qui sont formés pour ça. Et après, il y a une organisation de crise. Par exemple, nous, IRSN, on a 2 équipes qui sont prêtes à être dépêchées sur place pour assister toutes les opérations de remise en sécurité des colis, etc. Sur tout le dispositif, sur tout le trajet ou les trajets présupposés des trains, Sur le territoire. sur l'ensemble du territoire. Guillaume Lavette, vous vouliez réagir à ça? Oui, non, déjà, je voulais répondre à Monsieur Boissier. Oui, j'ai proposé un scénario un peu tiré par les cheveux, mais Fukushima ne devait jamais avoir lieu statistiquement. Et malheureusement, ça a eu lieu. Alors, pour répondre à ces remarques sur l'organisation d'urgence, eh bien, il faut voir qu'en France, on a beaucoup de bonnes intentions, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. Je pourrais parler des moyens dont dispose le CIRACED PC76 dans le département où j'habite. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de faire face à des situations de crise. Dans un domaine autre que le nucléaire, en janvier dernier, à Rouen a eu lieu l'accident de Lubrizol. C'était la panique à la préfecture de Rouen. Sans les moyens de l'INERIS au niveau national, ils n'auraient pas pu faire face. Et on a des dispositifs réglementaires qui existent, des intentions, des experts. Mais sur le terrain, malheureusement, ça ne suit pas. Quand vous dites que des équipes de pompiers sont disponibles, oui, effectivement, dans les SDIS, on peut reconnaître que des gens sont formés. Mais imaginez que dans une agglo telle que celle de Rouen, on a 17 sites Céveso. Des installations classées pour la protection de l'environnement, très dangereuses. Lubrizol, la Grande Paroisse et autres. Il suffit que ces pompiers, aussi méritants soient-ils, soient occupés à un endroit et que malheureusement un château déraille. Et là, il y a un problème de délai. Parce que la différence entre un transport nucléaire et l'activité d'une installation nucléaire de base, c'est que par exemple, s'il y a un pépin dans un réacteur, le bâtiment réacteur est censé garder la radioactivité et la matière nucléaire dans ce dôme avant qu'elle soit relâchée. Ce qui laisse le temps quand même aux moyens de secours de s'organiser, à la préfecture de faire son boulot, aux pompiers de se rassembler et autres. Mais en cas d'accident sur un transport, on est face à l'immédiateté de l'imprévisible. Et ça, pour nous, Association de protection de la nature et de l'environnement, c'est inquiétant. Alors des garanties sont prises, d'accord, je l'admets. Mais oui, mais il y a toujours ce petit élément qui vient contredire la réalité statistique. Alors, Jean-Michel Romary pour Areva, vous vouliez apporter une contradiction. Bien, pour justement faire analogie à ce que vous évoquez sur les centrales, c'est bien l'emballage qui joue le rôle d'enceinte de confinement, et il a été conçu pour ça. Et comme je l'ai dit, 100 tonnes d'acier, de différents matériaux qui permettent de confiner la matière et d'éviter tout relâchement. Et c'est important de le souligner, on a l'impression que vous faites allusion à des transports anodins, etc. Ce sont bien des transports nucléaires avec des conditions particulières. Et le deuxième élément que j'apporterai, c'est qu'en cas de gestion de crise, on déclenche immédiatement, bien sûr, le gréement d'un poste de commandement de manière à avoir en place à la fois des équipes au niveau national, central, des équipes techniques, mais aussi des équipes mobiles avec des moyens dédiés qui vont sur place. Alors il y a certes un délai, mais ce délai est quand même assez réduit parce qu'on est réparti sur tout le territoire et on peut intervenir à tout moment. Mais si vous me permettez, Monsieur Romary, vous avez des beaux conteneurs, il faudrait les visser correctement. Puisque, à en lire la documentation de l'IRSN, on a des problèmes de sertissage de ces beaux conteneurs. Donc, vous avez une bonne technologie. Nous, on attend que vos agents, vos collaborateurs assurent un confinement parfait, ce qui est loin d'être le cas à la lecture de la documentation publique. 3 petites questions très rapides avant d'en aborder une un petit peu plus longue. Y aura-t-il, mis à part le transport des déchets par voie ferroviaire, est-il prévu de transporter les déchets par voie aérienne, nous demande Marine Bernard? Alors, non. Par contre, pour être parfaitement complet, rapide. Il y a quelques centaines de mètres cubes qui arriveront, si Cigéo est autorisé, par la route du centre de Valduc
puisque là, celui-là n'est pas embranché, mais il représente 0,1% des déchets à recevoir sur le site. Deux petites questions pour notre ami de Sudrail. Des capteurs seront-ils ou sont-ils déjà installés dans des gares pour connaître le degré de radiation ? Non. La réponse est simple. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parlez d'une campagne de mesures faite à sa demande par la SNCF. Quels en sont les résultats ? Nous demande Frédéric Cartagne. Alors, nous sommes en attente des résultats. Vous n'avez pas les résultats. Non, on devait les avoir en octobre, mais comme... Je pensais bien que les réponses seraient rapides. Non, mais il faut savoir un petit détail, c'est que l'industrie nucléaire fonctionne avec du temps. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus elle gagne du temps. Et donc là, notre groupe de travail national de la SNCF étant prévu en octobre, et bien là, il est prévu minimum en décembre. Moi, je peux vous en donner des résultats. Je me suis remarié. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a fait une campagne, nous, de mesures quand on avait envoyé un convoi en Allemagne de déchets vitrifiés. On a démontré, et ces mesures ont été faites immédiatement, qu'on était largement en dessous des limites réglementaires qui permettent de garantir le fameux 1 millisievert. Oui. Dose publique. Vous n'avez pas mesuré, c'est M. Guiter qui parle, vous n'avez pas mesuré. Là, je vous laisse faire tous les deux, parce que c'est un petit ping-pong entre Arriva et Sudrail. Continuez. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des échanges. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, alors, donc, vous n'avez pas mesuré le rayonnement neutronique. Déjà, et d'une. Et deux, effectivement, il y a toute une partie des cheminots qui interviennent, s'ils doivent intervenir au contact des wagons. Et là, on n'est plus du tout dans les normes, puisqu'en 30 minutes, on prend sa dose annuelle. Alors, je vais poser une question très longue qui vient de monsieur Michel Maurice, qui nous a demandé plusieurs fois, comme c'est un contributeur assez fréquent, de la dire un peu verbatim. Donc, je vais vous la livrer, elle est un peu longue. Michel Maurice nous dit donc: nous sommes vivement préoccupés par les dangers présentés par le projet CIGEO pour les populations qui résident dans les zones voisines du site. Nous le sommes aussi par les risques spécifiques au transport des colis de déchets hautement radioactifs pour le public riverain des axes de transport entre leurs lieux de production ou les lieux où ils sont actuellement entreposés, la Hague, Marcoule, Cadarache, etc. et le site de Bure où il est prévu de les enterrer. Plusieurs membres du CLIS le sont aussi. Notre inquiétude est d'autant plus forte que le dossier du maître d'ouvrage, élaboré pour nourrir le débat public, est muet sur les mesures réelles de sûreté et de sécurité adoptées ou envisagées, y compris en cas d'accident ou de catastrophe ferroviaire. Si on exempte les scénarios techniques de desserte de Bure, il consacre une seule page au transport des déchets, sans aucun développement sur les dispositions de précaution ou de prévention des risques, alors que tous les préventeurs s'accordent à reconnaître que l'activité de transport est un des secteurs les plus accidentogènes dans notre pays. Après, il y a une question pour l'organisation des débats que nous poserons tout à l'heure à Guylaine Lesquiag. Pour l'instant, une réponse de Fabrice Boissier de l'Andra pour ce monsieur. Oui, je reçois tout à fait les critiques sur le dossier du maître d'ouvrage. Il faut savoir qu'on a une centaine de pages pour traiter tous les aspects du projet CIGEO. On a voulu traiter les transports. Bien sûr, on peut toujours attendre des développements supplémentaires. Il me semble qu'on a essayé de donner les points clés du transport. Il faut savoir que cette question de la sécurité des transports ne relève pas de l'ANDRA d'une part et est largement traitée par les organismes responsables, l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, dans des documents qui sont publics. Et donc, pour nous, c'est cette information publique qui permettait de répondre à cette préoccupation. Alors, comme Michel Maurice aborde la question des riverains, moi j'aurais souligné un peu, revenir sur un des points qu'avait évoqué Madame Esquiag en introduction, c'est que les riverains, dans les préoccupations que moi j'entends quand je suis sur le site, certes il y a la question du transport des colis, mais il y a aussi la question des transports des matériaux, la question des flux de circulation, et je crois que c'est un enjeu du projet qu'il ne faut pas négliger, même si le transport des colis a son aura médiatique. Donc je pense que ce serait intéressant qu'on le traite un peu. Alors je peux vous en parler si vous le souhaitez. Moi, j'ai encore plein de questions à vous poser. Je renchéris un peu là-dessus. Dominique Olivier, qui est de la CFDT, nous dit: le transport des déchets radioactifs peut-il être organisé sans aucune perte de charge avec la seule voie ferroviaire dans le site CIGEO? Si oui, le raccordement ainsi créé pourrait-il offrir d'autres usages pour le transport de matériaux ou de personnes? Alors, voilà, très, très bonne transition, puisqu'on passe du premier type de transport, celui des colis, au deuxième type, celui des matériaux, au troisième type, celui des personnes. Donc, on a présenté dans notre dossier du maître d'ouvrage un peu ce que représenterait le chantier de CIGEO. Il faut savoir que CIGEO, c'est une phase de construction avant sa mise en service. Et donc, associé à ce chantier, il y aura bien sûr des flux de matériaux, apporter des agrégats, du sable, du ciment pour faire du béton, apporter des pièces pour construire les installations. On a évalué que ça représenterait entre 50 et 100 camions
camions par jour pendant la phase chantier, avec un pic jusqu'à 200 camions quelques années avant la mise en service. Et après, par contre, ça sera beaucoup plus faible puisque l'essentiel de la construction aura eu lieu. Autre flux de matériaux à prévoir sur le site, c'est qu'on va creuser, on va excaver. Et donc là, ce qu'a retenu l'ANDRA, c'est de déposer ce qu'on sortirait des galeries qu'on creuse immédiatement à proximité des sorties des puits pour éviter justement les transports. Donc il n'y aura pas de transport après la mise en service, de transport de matériaux d'argilite excavés du site, puisqu'on sera déposé sur la zone puits. Pour ces transports de matériaux, nous avons déjà depuis 2011 travaillé avec l'État dans le cadre du schéma interdépartemental de développement du territoire et les collectivités. Nous avons dit voilà les besoins d'interface que nous aurons, et puis nous avons regardé quelles étaient les capacités du territoire à fournir des infrastructures, éventuellement à les faire évoluer pour répondre aux besoins. Alors, on a une chance, c'est que Cigéo se situe à proximité d'axes assez importants. Il y a la Nationale 4 qui passe au nord, Saint-Dizier, Ligny. Il y a la Nationale 67 qui suit la vallée de la Marne. Il y a une voie ferrée dans la vallée de la Marne, une voie ferrée dans la vallée de l'Ornain, un canal dans la vallée de la Marne, un canal dans la vallée de l'Ornain. Donc, on a déjà des infrastructures de transport assez importantes. Et puis, se pose la question de la desserte locale. Comment on va relier ces grands axes routiers ferroviaires au site lui-même. Pour cela, le réseau routier est assez dense, quand même si c'est des petites routes. Les flux de camions sont relativement limités, mais on étudie différentes solutions qui sont posées sur la table justement pour la concertation du débat public. On peut faire des pistes dédiées, par exemple, pour relier une plateforme multimodale située dans la vallée de la Marne ou la vallée de l'Ornain pour éviter d'emprunter les voies existantes. On peut aussi imaginer emprunter les routes existantes avec des déviations des quelques agglomérations qui doivent être franchies. Mais ces choix-là doivent être discutés sur la base de ce qui aura pu ressortir du débat public, discuter entre l'État, les collectivités, l'ANDRA, pour qu'un schéma soit décidé. Et ensuite, les maîtres d'ouvrage, puisqu'il y a des compétences, le Conseil général sur les routes, la région sur les transports ferroviaires, et qui puissent ensuite développer avec des financements à déterminer en fonction des intérêts des uns et des autres, puisque ces évolutions, ces mises à niveau qui ne sont pas négligeables. Je rappelle que dans le secteur, il y a certaines routes qui ne sont pas hors gel l'hiver. C'est-à-dire que vous avez tous des secteurs où le transport de poids lourds pour l'activité économique est complètement limité aux périodes de dégel. Cigéo, ça peut être une opportunité pour mettre à niveau des infrastructures, pour bénéficier non seulement à Cigéo, mais aussi aux activités industrielles, au transport de personnes, puisque je rappelle que les routes, c'est quand même le poumon économique et sociétale d'une région. Et donc le schéma interdépartemental de développement du territoire, piloté par le préfet coordonnateur de la Meuse, doit justement, dans l'année qui vient, là, après la fin du débat public, tirer les conclusions du débat public, décider des aménagements à mettre en œuvre et ensuite lancer les études en accompagnement des études qui se poursuivent sur Cigéo. Donc il n'est pas exclu qu'éventuellement le projet Cigéo, dans sa partie ferroviaire, serve éventuellement aussi au transport de matériaux et de personnes. Alors tout à fait, c'est tout à fait possible. On a parlé de l'hypothèse de l'embranchement ferroviaire de Cigéo. Ça serait par la vallée de l'Ornain, puis après une prolongation d'une 15aine de kilomètres de voies ferrées. On peut tout à fait imaginer que si les collectivités y trouvent un intérêt, on puisse avoir le développement de transport de voyageurs. On peut aussi bien sûr mettre des matériaux sur ces voies ferrées. Et nous travaillons déjà, sur le plan de déplacement d'entreprise pour que les travailleurs qui travailleront sur le chantier, qui travailleront sur l'installation, si elle se fait, privilégient le covoiturage, les transports en commun, en mettant éventuellement en place des navettes dédiées, tout ça pour limiter les flux de personnes. Une question de Laurine Deroy qui nous demande par qui sera pris en charge le financement du transport des déchets. Qui paye ? Alors Jean-Michel Romary lève le doigt, est-ce que ça veut dire c'est Areva ? C'est entre autres Areva effectivement voilà. Qui paiera. Je rappelle que la gestion des déchets nucléaires au sens de la loi doit être provisionnée, ça veut dire qu'on doit mettre de l'argent de côté pour être capable de gérer les déchets à partir du moment où ils ont été générés jusqu'à leur stockage. Et dans cette chaîne-là, on retrouve bien sûr le transport. Et donc, ce sont les producteurs de déchets qui auront charge de payer effectivement tous ces coûts-là. Une question un petit peu complémentaire qui est aussi une question financière qui nous est posée par mail par Urbanski. Vous dites que c'est l'expéditeur qui est responsable des colis qu'il expédie en cas d'accident. Qui va assumer la charge de tels risques alors qu'aucune assurance ne couvre le nucléaire comme nous avons l'exemple avec Fukushima ?
Qui assure il existe une assurance en France qui s'appelle la responsabilité civile nucléaire, qui permet d'amener un certain nombre de fonds financiers pour faire face à ce type de difficultés, si jamais ça devait subvenir. Alors, la suite de la question de Michel Maurice, je vous avais prévenu qu'elle était extrêmement longue, donc je l'ai juste découpée en deux. De sur quoi nous dit-il ? Nous estimons que l'organisation du débat public définie par la Commission nationale du débat public, CNDP, ne prend pas correctement en compte la population riveraine des axes de transport des déchets nucléaires, pas de réunion spécifique, pas d'interlocuteur qualifié sur ce thème dans les réunions. Ensuite, nous observons à la lecture des documents que la carte des itinéraires étudiés pour l'acheminement ferroviaire des colis vers Cigéo ne mentionne que quelques rares grandes villes situées sur leur passage, par exemple Dijon et Lyon sur l'axe sud-nord, Caen, Rouen, Amiens, Reims sur l'hypothèse nord de l'axe ouest-est, un peu spécialisé. Caen sur les hypothèses sud et médianes du même axe, Paris étant tangenté dans les trois hypothèses. Il nous paraît indispensable que toute la population riveraine des convois, y compris celle des localités de la banlieue parisienne, soit informée des projets de transport des déchets qui les concernent au premier chef. C'est dans cet esprit, on en arrive à la question, que nous posons la question suivante. Quelle est la liste exhaustive des localités ou gares situées sur chaque itinéraire proposé ? Nous avons posé à plusieurs reprises, mais en vain, cette question à Monsieur le Président de la Commission particulière du débat public. Alors, il y a deux questions dans la question. Je voudrais aussi, comme ça, répondre à celle de Monsieur Guiter qui disait ce débat public est un petit peu bizarre et particulier. Ça, c'est quelque chose qu'on va repréciser à nouveau cette fois-ci. Guylaine Esquiag. Oui, tout à fait. Ça permet. J'avais bien noté la remarque de Monsieur Guiter. Je crois qu'il faut rappeler que la commission du débat public avait bien prévu un certain nombre de séances et de réunions publiques, y compris sur des sites de départ des colis. La commission n'a pas pu tenir ces réunions face à l'obstruction d'opposants au débat, malgré la participation d'ailleurs d'opposants au projet qui eux-mêmes ont été empêchés de parler. Claude Bernet l'a rappelé lors de réunions, lors de débats contradictoires précédents. La commission, son vœu le plus cher, c'est qu'il puisse y avoir des réunions publiques. Il est encore temps. Le débat a lieu jusqu'au 15 décembre. La commission est tout à fait prête à organiser des réunions publiques. Faut-il encore qu'elles puissent se tenir ? Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent et ce qui est la raison pour laquelle on a essayé d'innover en organisant ces débats sur Internet. On va revenir à la question précédente qui est les trajets. Y a-t-il une liste des localités ? Faut-il informer et ainsi de suite ? Vous voulez que je vous la relise ? Vous l'avez encore bien en mémoire ? Philippe Guiter, oui. Fabrice Boissier qui veut... Tout le monde voudrait répondre en fait. Alors allons-y. Non, alors je vais juste rappeler qu'effectivement, mais on en a déjà parlé ce soir, hein, qu'effectivement la population aujourd'hui n'est pas suffisamment informée des passages de ces convois-là. Et ça, alors il n'y aura pas que le transport entre les trois sites dont vous avez parlé et Cigéo qui sont concernés. Hein, c'est aujourd'hui, il y a des transports dans tous les sens en France. Toutes les régions sont quasiment concernées puisqu'on a 58 réacteurs qui sont obligés de faire partir leur combustible usé tous les 18 mois. Donc, de toute façon, il y a à proximité de quasiment les 3/4 de la population française des convois de déchets ou de combustible usé, qui, je rappelle, sont largement aussi dangereux en termes d'émissions de rayonnement neutronique, qui circulent en France, avec les risques d'accident, avec l'exposition. Et ça, effectivement, il faudrait peut-être y penser. Mais là, alors là, on entre dans des domaines qu'on ne connaît pas, puisque ça va augmenter les coûts. Et là, tout est quand même lié, c'est-à-dire que M. Romary l'a rappelé, c'est Areva qui va gérer tous ces transports. Eh bien oui, effectivement, c'est un marché extrêmement juteux, il faut le dire, et c'est le contribuable qui va payer. On va continuer à payer notre politique nucléaire en France. On va continuer à le payer avec Cigéo, qui va en rajouter une couche. On avait déjà la Hague, et voilà. Et il n'y a pas eu ce débat-là au départ, par contre. Là, il y a un débat public. Attendez, là, il y a un débat public sur Cigéo, mais en fait, sur toute la chaîne avant, il n'y en a pas eu. Donc, effectivement, moi, je suis intervenu ce soir, et j'en profite pour le rappeler, en tant qu'effectivement intéressé par les conditions de travail, par les conditions de travail des gens qui vont effectivement travailler autour de ce projet-là et autour de tout le nucléaire en France.
Mais moi, je suis devenu militant antinucléaire parce que je le suis. Donc c'était compliqué de participer à des débats publics, alors qu'effectivement on est convaincu qu'on est on est dans une impasse et qu'on ait fait des erreurs fondamentales, mais quand même il faut qu'il y en ait quelques-uns qui débattent, alors avec l'impact que ça, hein, qui débattent, parce qu'il faut dire aussi les vrais problèmes que cela pose et qui n'ont jamais été posés dans un vrai débat public dans ce pays. On va finir de tenter d'essayer de répondre à Monsieur Maurice Michel sur la question des trajets, puisque tout le monde voulait répondre, donc on va essayer d'achever un petit peu mieux cette question. Fabrice Boissier, vous aviez demandé la parole. Oui, la carte à laquelle fait référence Monsieur Maurice Michel est celle qui est présentée dans le dossier du maître d'ouvrage. Elle est présente effectivement la carte de France avec les grandes agglomérations pour qu'on se situe à peu près sur la carte. Et les trajets qui sont indiqués, c'est finalement les mêmes voies ferroviaires qui sont aujourd'hui empruntées pour les transports de matières radioactives. Donc il n'y a pas de spécificité particulière. C'est pour ça qu'on n'a pas fait quelque chose de plus détaillé. Et puis ensuite, je rappellerai que, comme on l'a dit précédemment dans le débat, qu'il y a un impératif de sécurité, de protection contre les actes de malveillance qui amène une limite à la transparence. Il y a une loi de 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire qui dit bien que on peut avoir accès à toute l'information avec la limite, bien sûr, qui est de ne pas inciter aux actes de malveillance. Et je crois que le Haut Comité à la transparence, à l'information sur la sécurité nucléaire, qui est un organisme pluraliste, a déjà fait des travaux justement sur ces questions de transparence et de secret, d'information sur les questions nucléaires, qui ont souvent apporté des lumières assez intéressantes pour montrer que la transparence, il n'y avait pas une volonté d'obstruction, mais il y avait forcément des limites, qu'on pouvait essayer de clarifier ces limites. Et ce genre de travaux, à mon avis, apporte beaucoup pour qu'il y ait un débat un peu qui s'instaure et puis une compréhension partagée des enjeux. Une réponse en forme de conclusion aussi pour Guillaume Blavette. Mais écoutez, c'est une vraie problématique, les transports de marchandises dangereuses en France, et il y a des maires qui commencent à prendre position contre l'accumulation. Je pense aux maires autour du Bourget qui se sont exprimés récemment pour dire il y en a assez. Moi, je vis dans une commune où un pont a été détruit suite à un accident. Donc, moi, je pense qu'il y a nécessité d'une réelle concertation et d'une réelle transparence. Parce que de toute manière, on sait d'où ils partent, les déchets, on sait où ils vont arriver. Si un terroriste veut se mettre dans la vallée de l'Ornain avec un lance-roquette et tirer sur un château, il pourra le faire. Moi, je trouve qu'il y a une immense hypocrisie pour essayer de sacraliser le nucléaire, lui conférer un statut d'exception, alors que c'est notre cadre de vie qui est en jeu. Moi, je pense qu'il serait nécessaire que les pouvoirs publics fassent un pas de plus en direction de la transparence et un discours d'honnêteté en disant voilà les risques auxquels vous êtes confrontés, acceptez-vous que ces transports passent dans vos communes ou non, et que la démocratie doit jouer en dernier recours. Une démocratie dont on a essayé d'exploiter au maximum les nouveaux prémices, de participer de la manière la plus moderne qui soit peut-être à un nouveau débat public. On vous convie à d'autres débats publics. On est arrivé au terme de celui-ci. Merci à tous pour votre participation. Merci aux internautes pour toutes les questions qui nous sont arrivées en direct sur le site et par SMS. J'en profite pour préciser qu'il sera répondu à toutes les questions qui nous sont parvenues par écrit et de façon contradictoire, à la fois par l'ANDRA et par les experts indépendants. Vous pouvez aussi, d'ici notre prochain débat, laisser à nouveau vos questions sur le site. Je vous en rappelle l'adresse questions@débatpublic-cigeo.org. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un autre débat dans le droit fil de celui-ci. Il sera en effet consacré aux transformations pour les populations locales concernant l'emploi, l'éducation, le commerce et l'aménagement du territoire. Merci encore, à mercredi prochain, 30 octobre, 19h.